Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle e-live sur le diabète au lendemain des annonces du Premier ministre concernant la phase 2 du déconfinement. Alors comme vous le savez, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, nous avons consacré de nombreuses e-lives au thème diabète et Covid et nous nous sommes efforcés de répondre au fil de l'actualité et des recommandations aux principales questions que vous vous posiez concernant notamment le remboursement des masques, les tests de dépistage, le retour au travail ou à l'école pour les jeunes diabétiques, et puis la conduite la plus appropriée à avoir vis-à-vis des examens médicaux prévus pendant cette période. Alors dernièrement, une étude française, l'étude Coronado, nous a permis de définir le profil type des patients diabétiques à risque de faire une forme sévère de Covid-19. Alors sans surprise, il s'agit de patients, dans l'immense majorité des patients diabétiques de type 2, âgés de plus de 70 ans, qui présentaient des complications de leur diabète ou des comorbidités associées, notamment une obésité ou une hypertension. Alors dans cette étude, il a été confirmé que tous les traitements des patients diabétiques devaient être poursuivis, y compris certains antihypertenseurs qui, à un moment donné de la crise, avaient été mis sur la sellette, comme les IEC ou les inhibiteurs d'angiotensine 2, dont il avait été dit que ces médicaments pouvaient aggraver l'infection Covid. Également, il est important de parler d'une étude internationale qui a été publiée sur la prestigieuse revue The Lancet, une étude internationale qui a été menée chez plus de 15 000 patients présentant une infection Covid de plus. Et il a été montré que non seulement l'hydroxychloroquine et la chloroquine ne permettaient pas d'améliorer le pronostic de ces patients Covid+, mais que la prise de ces médicaments était associée à une surmortalité, notamment cardiaque. Si bien que le gouvernement français a décidé d'interdire l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour les patients Covid+, actuellement. Enfin, on sait maintenant, grâce à une étude française menée par l'Institut Pasteur, que des patients, même présentant une forme bénigne, tout à fait bénigne de Covid-19, arrivaient à développer des anticorps protecteurs, c'est-à-dire avaient une immunité au moins pendant plusieurs semaines. Ce qui va certainement permettre la diffusion des tests sérologiques qui sont depuis 48 heures remboursés à 100% par l'assurance maladie sous certaines conditions et sur prescription. Voilà, donc aujourd'hui c'est question libre sur le diabète. Il est possible que dans les semaines à venir, nous repassions sur des thèmes pour approfondir certains sujets. Il faut que vous sachiez également que durant l'été, nous poursuivrons ces e-lives jusqu'au 15 juillet et qu'elles seront interrompues entre le 15 juillet et le 15 août, mais nous continuerons, y compris pendant cette période, à vous proposer des articles médicaux et paramédicaux et des suggestions de recettes. Donc on sera encore actif pendant cette période et puis on aura bien entendu le plaisir de vous retrouver à partir du 15 août. Donc entre le 15 juillet et le 15 août, pas d'e-live. Alors je ne sais pas s'il y a des questions qui sont déjà arrivées. Oui, Mounir qui me demande quelles sont les aiguilles les plus adaptées pour faire les injections d'insuline. Alors, vous savez qu'il y a des recommandations qui maintenant datent de plusieurs années qui ont montré que seules les aiguilles de 4 et 5 mm devaient être utilisées chez tous les patients diabétiques
Auparavant, je vous rappelle qu'il y avait aussi des aiguilles à 8 mm et des aiguilles à 12 mm, mais on s'est rendu compte qu'avec la profondeur de ces aiguilles, on injectait souvent en intramusculaire et qu'on pouvait donc provoquer des hypoglycémies. Alors, Annick me demande s'il existe des nouveautés dans le traitement du diabète. Alors, j'en ai déjà parlé lors d'une précédente e-live. Dans la période du Covid, on a eu quand même une bonne nouvelle qui a été la commercialisation du nouvel inhibiteur des SGLT2, ce qu'on appelle le Forxiga, qui existe également en association avec la metformine. À ce moment-là, le nom commercial, c'est le Xigduo. Et ce médicament est particulièrement intéressant chez les patients diabétiques de type 2 essentiellement. D'abord parce qu'il est efficace sur le diabète et sur le profil métabolique des patients, puisqu'il permet également une perte de poids et une baisse de la tension artérielle. Et il a également des effets très positifs sur le plan cardiovasculaire. Donc c'est un médicament qui a l'avantage de traiter à la fois le diabète et les complications du diabète. Florence me demande de préciser les nouveautés concernant les diabétiques de type 1. Alors, vous savez que pour les diabétiques de type 1, les principales nouveautés concernent l'avènement en fait, des pancréas artificiels. Le service d'endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan devait démarrer au mois de février une étude sur le pancréas artificiel. Donc on avait l'opportunité de pouvoir utiliser ce traitement à Perpignan. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, cette étude a dû être différée et elle démarrera finalement qu'en septembre. Mais pour l'instant, le pancréas artificiel n'est pas remboursé. Nous ne pouvons l'utiliser que dans le cadre d'essais cliniques. Concernant les capteurs de glycémie, vous savez que la grande nouveauté d'il y a un peu plus de 2 ans maintenant, ça a été l'avènement du freestyle libre, qui a été une grande libération pour un bon nombre de diabétiques qui n'ont plus à se piquer le bout des doigts. Maintenant est sorti le Freestyle 2 qui a l'avantage de présenter des alarmes en cas d'hypo et d'hyperglycémie, mais ce Freestyle 2 pour l'instant n'est pas remboursé. Et concernant les capteurs associés aux pompes et connectés aux pompes, on attend avec impatience le Dexcom G6 qui permettra d'éviter de calibrer le capteur, donc qui permettra d'éviter de faire des contrôles au bout du doigt, puisque pour les capteurs connectés aux pompes, je rappelle à ceux qui ne le savent pas que ces capteurs nécessitent quand même 2 contrôles de glycémie capillaire par jour, et avec le Dexcom G6, ces patients n'auront plus besoin de faire ces calibrations. Alors, Leda me pose une question concernant les tests de dépistage pour le Covid. Elle me demande si il faut se faire tester lorsque l'on est à risque. Alors, les tests, je continue à n'avoir d'intérêt pour l'instant que lorsque l'on est symptomatique. Donc si vous êtes symptomatique et que vous êtes une personne à risque, le premier test, oui, il faut faire un test de dépistage. Le premier test, c'est le test virologique, le PCR, qui lui est remboursé depuis un certain temps à 100%. Et si par contre vous êtes symptomatique mais que le test virologique, donc le PCR est négatif, c'est là où on va avoir recours au test sérologique. L'autre intérêt également du test sérologique, c'est lorsque vous êtes symptomatique, mais que vous n'avez pas fait le test dans les 7 jours qui suivent le démarrage des symptômes. Dans ce cas-là, la PCR a toutes les chances ou tous les risques d'être négative, et à ce moment-là, il est intéressant de faire les tests sérologiques. Globalement, les tests sérologiques n'ont d'intérêt qu'à partir du 14e jour, puisque en deçà du 14e jour, on n'est pas sûr d'avoir déjà développé des anticorps.
Voilà. Donc actuellement, ces tests sérologiques ne permettent pas de distinguer par contre les anticorps récents des anticorps anciens. Autrement dit, si vous avez des anticorps, il sera impossible pour l'instant de savoir si vous avez fait une infection il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou si vous êtes en train de faire l'infection. Voilà. Alors évidemment, si vous avez des symptômes, vous savez, mais pour les patients asymptomatiques, ils n'ont pas moyen de savoir depuis quand ils ont, ils ont été porteurs du Covid. Voilà. Alors, Annick me dit qu'elle est enceinte et qu'on lui a diagnostiqué un diabète, que sa glycémie est élevée. Elle me dit qu'on lui a parlé de diabète gestationnel. Elle veut savoir de quoi il s'agit. Alors, le diabète gestationnel, c'est un diabète la plupart du temps transitoire, qui apparaît généralement après le deuxième trimestre de grossesse et qui disparaît dans 9 cas sur 10 environ après la grossesse. Donc ce diabète gestationnel, la plupart du temps, il se traite simplement avec des règles diététiques. Dans certains cas, on est obligé de mettre de l'insuline et à l'issue de la grossesse, il faut faire ce qu'on appelle une AGPO, c'est-à-dire une épreuve d'hyperglycémie par voie orale sur 2 heures pour vérifier donc que ce diabète a bien disparu. Alors le fait de faire un diabète gestationnel, c'est pas anodin. En général, c'est parce qu'on a des facteurs de risque, soit parce qu'on démarre une grossesse après l'âge de 35 ans, ou bien parce qu'on est déjà en surpoids ou qu'on a des antécédents familiaux de diabète. Dans certains cas, des femmes ont un diabète gestationnel sans aucun facteur de risque, mais c'est plus rare. Donc c'est pour ça qu'on propose le dépistage du diabète gestationnel, surtout chez les femmes à risque. Et le fait d'avoir fait un diabète pendant la grossesse expose à un risque plus important de faire un diabète, notamment un diabète de type 2, plus tard. Alors, Brigitte me dit que des patients qui ont présenté une infection Covid gardent une grande fatigue et ne se sentent pas bien, même plusieurs semaines après la fin de l'infection. Alors vous savez que nos connaissances sur ce virus restent limitées, donc quand on parle de l'évolution ultérieure de l'infection, il faut parler avec une grande prudence, puisqu'on n'a aucune certitude à ce sujet. A priori, effectivement, certains patients déclarent qu'ils restent fatigués ou qu'ils gardent une perte du goût ou de l'odorat, même plusieurs semaines après la fin des autres symptômes. Il semblerait, notamment concernant donc, la perte du goût et de l'odorat, qu'il s'agisse effectivement d'une atteinte neurologique, mais que cette atteinte neurologique soit quand même réversible, mais qu'il faille attendre parfois 9 à 12 mois avant de retrouver complètement le goût et l'odorat. Pour la fatigue, il semblerait aussi qu'il faille être patient pour retrouver une impression de revenir à un état de santé antérieur. Alors, El Hadj me dit qu'il est diabétique de type, il a 63 ans, il est diabétique de type 2 sous Janumette et metformine. Il dit que ses glycémies sont équilibrées, mais que récemment il a eu des problèmes gastriques et qu'on l'a mis sous Diamicron et que sa glycémie reste, alors ça j'ai pas très bien compris, je sais pas si elle reste à moins de 2 grammes ou si elle est toujours à 2 grammes. Alors je pense qu'il veut dire que sa glycémie reste élevée malgré ce traitement et il demande s'il doit patienter jusqu'à fin juin pour faire une hémoglobine glyquée. Alors je pense que si effectivement le diabète s'est déséquilibré et que malgré une intensification du traitement, les glycémies restent élevées, il faut peut-être suivre de plus près l'équilibre glycémique. Maintenant, vous dites que votre Diamicron a été introduit récemment. Donc pour avoir une
idée de l'efficacité d'un traitement, il faut quand même être un petit peu patient. Donc je dirais que on peut raisonnablement quand même attendre jusqu'à fin juin pour avoir une idée de l'efficacité du diamicron sur votre équilibre. Maintenant, je tempérerai ce que je dis en disant que si dans les semaines à venir vos glycémies le matin au réveil à jeun restent très élevées malgré le rajout du diamicron, il serait effectivement quand même à ce moment-là intéressant de vérifier l'hémoglobine glyquée et éventuellement de procéder à un ajustement de votre traitement. Alors, Maëva me pose une question. Alors, il faudrait que Maëva me précise sa question parce qu'elle me dit bonjour et pour la solution avec l'intervention du pancréas. Donc, je ne sais pas si elle me parle des greffes d'îlots pour les patients diabétiques de type 1. Si elle me parle de la greffe pancréatique, il faudrait qu'elle me précise mieux sa question pour que je puisse y répondre au mieux. Alors, Elodie me demande si la pandémie a retardé la sortie de certains dispositifs. Alors, effectivement, la pandémie a quand même bouleversé le développement des nouveaux dispositifs, même si on a continué à travailler notamment en télétravail. Vous savez d'ailleurs donc que le médicament, donc le Forxiga, a d'ailleurs été commercialisé pendant le Covid. Néanmoins, pour ce qui est des dispositifs médicaux, effectivement, le Covid a pu retarder la sortie de certains capteurs ou de l'avancée, notamment concernant le pancréas artificiel. Sachez quand même qu'une nouvelle pompe a été commercialisée. Il s'agit de la pompe Tandem, qui est une pompe donc, que l'on peut mettre aussi bien chez le patient diabétique de type 1 que chez le patient diabétique de type 2 et qui a des études, des essais cliniques menés notamment par le professeur Éric Renard à Montpellier concernant donc la Tandem et le capteur Dexcom G6 dans le cadre d'un pancréas artificiel. Alors, Véronique me dit qu'elle est diabétique de type 2, qu'elle a une hémoglobine glyquée à 6% et elle me demande si elle peut reprendre son travail. Alors, l'équilibre de votre diabète en tout cas est bon, ça c'est certain. Maintenant, il faudrait savoir exactement quel âge vous avez. Bon, je pense que si vous travaillez, vous devez avoir de toute façon moins de 65 ans. Et il faudrait savoir surtout si vous avez des complications ou des comorbidités associées à votre diabète. Si vous avez du surpoids, que vous avez une hypertension, ou que vous avez des complications sévères de votre diabète, il vaudrait mieux quand même surseoir à la reprise de votre travail. Si en revanche vous n'avez pas ces facteurs de risque, il me semble possible de reprendre votre travail sans risque particulier, en respectant bien entendu les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale. Alors, j'ai encore une question concernant la taille des aiguilles. Quelqu'un me demande si les aiguilles de 5 mm sont valables, quelle que soit la dose d'insuline. La réponse est oui. Hein. Quelle que soit la dose d'insuline, vous pouvez injecter, et vous devez, c'est pas vous pouvez, c'est vous devez injecter uniquement avec des aiguilles de 4 ou 5 mm, je l'ai dit tout à l'heure, sinon il y a un risque important d'hypoglycémie. Alors, Maëva me demande comment participer aux 5 jours d'hospitalisation que l'on propose. Alors, là encore, Maëva, il faudrait que vous me précisiez votre question. On propose différents types d'hospitalisation. On propose des semaines d'éducation thérapeutique pour les patients diabétiques de type 2, où donc on propose aux patients des ateliers éducatifs concernant les généralités sur le diabète, la conduite à tenir en cas d'hypoglycémie, l'hygiène des pieds, le suivi et les complications du diabète, le vécu
du diabète, et souvent les patients rencontrent également l'association catalane des diabétiques à cette occasion. Nous avons également des semaines consacrées à ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle pour les patients, cette fois-ci diabétiques de type 1. Il s'agit de semaines où on apprend aux patients à compter leurs glucides et à adapter la dose d'insuline en fonction de la quantité de glucides qu'ils consomment matin, midi et soir. Alors, je crois que ces semaines d'insulinothérapie fonctionnelle sont particulièrement importantes et j'invite les diabétiques de type 1 à s'intéresser de près à ce type de prise en charge, puisque lorsque on vous proposera le pancréas artificiel, il faudra savoir quand même rentrer dans sa pompe la quantité de glucides que l'on mange à chaque repas. Autrement dit, il faudra avoir une idée de la quantité de glucides qui sera contenue dans vos repas matin, midi et soir. Donc nous sommes à votre disposition pour ces semaines d'insulinothérapie fonctionnelle, et il faudra vous rapprocher de notre secrétariat si vous souhaitez y participer. Alors, Pierre Bénichou me demande si l'exercice physique doit être accru après le déconfinement sans risque d'augmentation des hypoglycémies. Tout dépend de ce qu'on a fait du traitement de votre diabète pendant le confinement. Si effectivement, à cause de la diminution de votre activité physique, votre traitement pour le diabète a été augmenté par votre médecin ou votre diabétologue, il serait intéressant, si vous reprenez une activité physique plus importante, de réajuster le traitement pour éviter de faire des hypoglycémies. Ça dépend aussi si vous avez des médicaments susceptibles de provoquer ou pas des hypoglycémies. Il faut savoir que tous les médicaments du diabète, fort heureusement, ne provoquent pas d'hypoglycémie. Ceux qui provoquent des hypoglycémies, c'est ceux qui stimulent la sécrétion d'insuline directement au niveau du pancréas. Donc ce sont essentiellement les sulfamides hypoglycémiants, c'est-à-dire le diamicron ou l'amarel. Les génériques, c'est le glimépiride ou le glycazide, et puis les apparentés, ce qu'on appelle les glinides, donc le novonorm. Voilà, donc ce sont essentiellement eux qui provoquent les hypoglycémies, et puis bien entendu si vous prenez de l'insuline. Maintenant, les médicaments comme d'une part la metformine, le Januvia, ce qu'on appelle les analogues du GLP-1, c'est-à-dire l'Ozempic ou le Trulicity, et le nouveau médicament, le Forxiga, ne provoque pas d'hypoglycémie. Donc voilà pour votre question, Pierre. Cela dépend non seulement du fait qu'on a intensifié ou pas votre traitement pendant le confinement, si vous aviez diminué votre activité physique, et si vous avez ou non des molécules susceptibles de provoquer des hypoglycémies. Alors, Gilles me dit que sa mère a un diabète totalement déréglé, et elle me demande de la conseiller en sachant qu'elle prend de la metformine. Il me demande si par exemple elle peut prendre de l'Ozempic en plus ou pas. Alors il est difficile d'intensifier un traitement sans avoir le patient, sans connaître le profil du patient. Disons que si votre mère est en surpoids ou est obèse, et si elle a des antécédents notamment cardiovasculaires, il serait effectivement intéressant de lui proposer, en association avec la metformine, soit un analogue du GLP-1, ce qu'on appelle donc l'Ozempic, qui a l'avantage d'être efficace sur le diabète, de faire perdre du poids et d'avoir un effet intéressant sur le plan cardiovasculaire, ou bien le nouveau médicament, donc le Forxiga ou le Xigduo, qui lui permet d'être efficace sur le diabète, de diminuer le poids, de diminuer un petit peu la tension artérielle, et d'avoir une efficacité très intéressante sur le plan cardiovasculaire, et également sur la protection rénale chez les patients qui présentent des antécédents d'albuminurie ou de microalbuminurie. Alors, M.
Bagnik Ndiaye me demande pourquoi les diabétiques sont plus exposés au Covid-19 et si le diabète est équilibré, y a-t-il des risques de complications avec le Covid-19? Alors, je rappelle, et on l'a rappelé déjà tout au long de nos e-live, que les diabétiques n'ont pas plus de risque de développer un Covid que les patients non diabétiques. Ils sont à risque, dans certains cas, de développer une forme sévère de Covid-19. Mais il n'y a pas plus de Covid-19 chez les diabétiques que chez les non diabétiques. Donc, ce qui intervient dans le risque de développer une forme sévère, c'est votre âge, le fait que vous ayez ou non des complications ou des comorbidités associées au diabète. Quant à l'équilibre glycémique, contrairement à ce que nous avions prédit, les études semblent indiquer que c'est plus l'équilibre glycémique au moment de l'hospitalisation pour la forme sévère qui va impacter que l'équilibre glycémique antérieur. Néanmoins, par mesure de sécurité, je pense qu'il est quand même important de bien équilibrer son diabète, y compris avant de développer éventuellement une infection Covid. Voilà. Alors, Jocelyne me demande comment elle peut se débarrasser de ces lipodystrophies qui lui posent un problème de déséquilibre avec des alternances d'hypo et d'hyperglycémie. Alors, c'est une question très importante que pose Jocelyne, qui est celui donc des lipodystrophies. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que des lipodystrophies, ce sont des petites boules qui apparaissent sur votre ventre ou sur vos cuisses lorsque vous piquez toujours au même endroit ou que vous ne respectez pas, si vous voulez, l'alternance des sites d'injection de vos injections d'insuline. Donc ces lipodystrophies, le problème c'est que lorsque vous piquez dans vos lipodystrophies, la résorption de l'insuline devient anarchique, si bien que l'insuline soit n'est pas du tout résorbée, donc vous êtes en hyperglycémie, soit elle se résorbe d'un coup et vous faites une hypoglycémie. Voilà, donc il faut absolument lutter contre ces lipodystrophies qui généralement disparaissent ou en tout cas s'améliorent lorsque l'on laisse la zone qui est sujette aux lipodystrophies au repos pendant 3 à 6 mois. Donc il faut pendant 3 à 6 mois ne plus du tout piquer sur ces lipodystrophies et donc choisir d'autres sites d'injection. Et pour prévenir donc ces lipodystrophies, il faut respecter en général 2 travers de doigts entre chaque injection d'insuline. Donc ça limite au mieux le risque de développer des lipodystrophies. Alors, Brigitte me dit que le service propose des programmes d'éducation thérapeutique aux patients diabétiques et elle me demande si leur conjoint ou leur infirmière pourrait participer à certains ateliers afin de permettre la continuité à domicile. La réponse est oui, Brigitte. C'est une question très intéressante que vous me posez là, puisqu'effectivement, il est important que les messages éducatifs soient relayés à domicile. Donc oui, tout à fait. Le conjoint, d'ailleurs, c'est régulièrement qu'on a des conjoints de patients qui se lient à nous pour participer à ces ateliers éducatifs et les infirmières sont les bienvenues pour celles donc, qui font de l'éducation à domicile. Elles sont les bienvenues, bien entendu, pour participer avec leurs patients aux ateliers éducatifs. Donc, bien entendu, ces ateliers qui concernent les patients hospitalisés sont aussi ouverts aux personnes, donc soit les conjoints, soit les personnes qui participent à l'éducation du patient. Alors, Lionel me dit qu'il est diabétique de type 2 équilibré, puisqu'il a une hémoglobine glycée à 5,5%. Il dit qu'il a ce qu'on appelle une hypertrophie ventriculaire gauche, autrement dit un gros cœur, mais avec une fonction de son cœur qui est préservée. Et il a surtout une insuffisance rénale de stade 4, donc une insuffisance rénale quand même assez sévère. Et il dit qu'il se teste avec un lecteur de glycémie qui s'appelle AccuCheck Mobile. Et il demande s'il peut bénéficier d'un lecteur freestyle. Alors, Lionel, cela va dépendre en fait du type de traitement que vous avez, puisque le remboursement du freestyle pour les patients diabétiques de type 2 s'adresse essentiellement à ceux qui sont sous au moins 3 injections d'insuline
ou bien ceux qui sont sous pompe à insuline. Donc il faudrait que vous me disiez le traitement que vous avez. Si vous avez 3 injections au moins ou que vous avez une pompe, il n'y a pas de problème, vous pouvez bénéficier du freestyle. Le cas échéant, malheureusement, ce ne sera pas possible, ce sera à votre charge. Alors Annick me dit qu'elle est sous pompe et qu'elle est allergique à son cathéter, elle demande ce qu'elle doit faire. Donc je vous rappelle que maintenant, heureusement, pour chaque pompe, il y a différents modèles de cathéters qui sont proposés aux patients. Donc il est extrêmement rare d'être allergique à tous les cathéters. Donc la plupart du temps, quand on a une allergie à un cathéter, on passe à un autre et on règle le problème de cette façon. Alors, Florence me dit, par rapport à votre étude clinique concernant le pancréas artificiel, elle demande les critères pour y participer. Donc, il faut être diabétique de type 1. Il faut avoir une hémoglobine glyquée entre 6,5 et 10%. Et avoir déjà une pompe depuis au moins 6 mois et ne pas avoir de pompe connectée. C'est-à-dire si vous avez une pompe 640G associée à un capteur connecté, malheureusement vous ne pourrez pas participer à cette étude. Donc voilà un petit peu les principaux critères d'inclusion de cette étude où nous avons déjà préinclus plus d'une vingtaine de patients et ils attendent avec impatience notre signal pour démarrer l'étude. Radouane me demande si le diabète gestationnel est l'équivalent de l'intolérance au glucose hors grossesse. Alors, non, ce n'est pas l'équivalent. L'intolérance au glucose, c'est ce qu'on appelle un pré-diabète, c'est-à-dire soit une hyperglycémie modérée à jeun, c'est-à-dire une glycémie entre 1,10 g et 1,25 g à jeun, ou bien une glycémie postprandiale entre 1,40 g et 2 g. Donc c'est ça qu'on appelle l'intolérance au glucose et c'est ce qu'on appelle un état prédiabétique qui n'est pas le diabète gestationnel. Mais il est vrai par contre que les patientes présentant un diabète gestationnel sont souvent des patientes à risque. Donc le fait par exemple d'avoir un état prédiabétique expose bien entendu au risque de faire un diabète pendant la grossesse. Alors, nous avons un problème de vidéo, je ne sais pas, il faudrait que quelqu'un me dise si vous continuez à me voir et m'entendre normalement, parce que je ne me vois plus sur la vidéo. Alors, c'est pas gênant en soi, hein, si vous continuez à m'entendre. Donc, si quelqu'un pouvait me faire un signe et me dire si vous continuez à m'entendre normalement, à ce moment-là, je poursuis les choses de cette façon. Annick me demande comment être formée à la pratique de l'insulinothérapie. Donc la pratique de l'insulinothérapie, on peut la faire dans le cadre d'une hospitalisation de jour ou d'une hospitalisation de semaine, dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Alors, Jonas me dit que son diabète est stable, mais qu'il est stressé à l'idée du déconfinement et il demande s'il peut prendre un anxiolytique. Alors, je crois que l'anxiolytique n'est, à mon sens, pas la meilleure réponse au stress du déconfinement. C'est plutôt je pense que le stress du déconfinement est en grande partie lié au stress du confinement aussi. Et le fait peut-être de reprendre une vie plus normale, avec notamment une activité physique, peut être nettement plus efficace que la prise d'un anxiolytique. Donc moi, je ne serais pas du tout favorable à proposer un anxiolytique chez un patient anxieux uniquement par rapport au déconfinement. Je crois qu'il y a d'autres moyens de prendre en charge le stress qui évitent une addiction à un médicament.
je me demande ce que je pense des édulcorants synthétiques. Donc, je crois que les édulcorants, notamment acaloriques, le stevia, l'aspartame, ce sont des substituts intéressants au saccharose. Et si vous n'en abusez pas, je pense qu'il est tout à fait possible pour un patient diabétique d'en prendre sans aucun risque particulier sur la santé, contrairement à ce qui avait été véhiculé par les lobbyistes du sucre qui, pour continuer à inonder nos aliments de sucre, ont essayé de jeter l'opprobre en fait sur les édulcorants en pointant une éventuelle toxicité qui n'a jamais été prouvée. Alors, Pierre me demande si le diabète peut se déséquilibrer plus rapidement en cas d'immobilisation liée au confinement. Alors la réponse, bien entendu, est oui. L'activité physique, c'est, je ne cesse de le répéter, un traitement essentiel dans la prise en charge, notamment du diabète de type 2. Donc il est évident que si vous avez été très sédentaire, cela a pu contribuer au déséquilibre de votre diabète, et a fortiori si vous avez pris du poids. Bien entendu que l'immobilisation, en tout cas la sédentarité liée au confinement, peut contribuer à déséquilibrer le diabète. Et il est important maintenant de participer, y compris pour les diabétiques, au déconfinement, donc ne pas être paralysé par la peur. Je crois qu'il est important de rester prudent, mais rester prudent, ça ne veut pas dire rester confiné chez soi, car chez les diabétiques de type 2 notamment, ça peut être délétère effectivement au niveau de l'équilibre du diabète et de l'équilibre psychologique aussi. Jonas me demande comment faire pour avoir une pompe à insuline. Alors, est-ce qu'il doit être hospitalisé, et si oui, pour combien de temps? Alors, une pompe à insuline, ça se décide pas comme ça à l'instant T. En général, ça nécessite 1 ou 2 consultations au minimum avec le diabétologue pour évoquer ce type de traitement, le type de pompe, éventuellement le type de capteur associé à la pompe, donc le type de pompe la plus adaptée, le traitement le plus adapté. Et une fois que ça a été décidé, on travaille en collaboration avec ce qu'on appelle des prestataires de services qui font le lien en fait entre le patient et l'hôpital, avec une prééducation du patient diabétique à l'utilisation technique de sa pompe. Et lorsque le patient diabétique sait correctement utiliser sa pompe, eh bien on le prend en hospitalisation, soit sur 2 jours et demi au maximum si on juge nécessaire, soit parfois simplement dans le cadre d'une hospitalisation de jour, donc sur 1 journée, avec un suivi par la suite et une sorte de suivi très rapproché du patient, mais en ambulatoire. Donc, soit hospitalisation sur 2 jours et demi, soit en ambulatoire dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Alors, ensuite, Olive me dit que son hémoglobine glyquée est à 6,2, qu'il sous metformine le matin, et que quand il se lève, il a une glycémie élevée. Et il dit qu'il a un traitement uniquement depuis le confinement, qu'avant il n'avait rien depuis 2013. Il demande si cela vient du confinement. Alors la réponse est probablement non. Si vous êtes diabétique depuis 2013, ça veut dire que votre diabète évolue depuis au minimum 7 ans. Et le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Et donc, même si l'on optimise au maximum les règles diététiques, donc la diététique et l'activité physique, au bout d'un moment, on a quand même besoin d'un traitement, et il ne faut surtout pas différer au maximum la mise en place du traitement, parce que sinon, paradoxalement, on arrive à l'insuline beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est important de démarrer précocement le traitement en association avec les règles diététiques
Donc le confinement a pu précipiter les choses, mais je pense que de toute façon, vous auriez eu besoin d'un traitement. Et le fait que vous restiez élevé malgré le traitement par metformine montre même que peut-être il faudrait intensifier votre traitement. Alors, une question sur le Tresiba. J'ai vu passer une question sur le Tresiba. Quelqu'un me disait que la durée du Tresiba n'était pas de 42 heures pour elle. Alors le Tresiba, je vous rappelle que c'est une insuline ultra lente qui est intéressante puisqu'elle a l'avantage d'être de durée d'action beaucoup plus longue que les analogues lents dont on disposait jusqu'à présent, comme la Basaglar ou la Lantus. Elle dure effectivement chez certains patients jusqu'à 42 heures, mais ce n'est qu'une moyenne. Donc effectivement, chez certains patients, ça ne peut durer que 30 ou 35 heures. En tout cas, elle dure au minimum 24 heures, ça c'est certain. Donc on n'a pas les problèmes qu'on avait avec la Lantus ou la Basaglar, où parfois en milieu d'après-midi, il n'y avait plus d'action de la Lantus et de la Basaglar et qu'on était obligé à ce moment-là de renforcer le traitement. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une question importante sur la télésurveillance. Vous savez qu'en cette période de Covid, le point positif de la crise sanitaire, ça a été le développement extrêmement rapide de la télémédecine. Donc on a maintenant des extensions même d'indications de la télésurveillance chez les patients diabétiques et on propose des téléconsultations. Pendant le confinement, ces téléconsultations ont permis aux patients diabétiques de type 2 de continuer à être conseillés et éventuellement de modifier le traitement sans avoir besoin donc d'une consultation présentielle. Donc actuellement, les choses sont en train de se calmer, on est en train peu à peu de reprendre les consultations présentielles, mais pour les patients jugés vraiment très à risque, on peut continuer ces téléconsultations. Donc je crois que la télémédecine est vouée vraiment à se développer de plus en plus, au même titre d'ailleurs que le télétravail, hein, et à défaut de remplacer complètement la consultation physique, je pense qu'elle peut être d'un complément utile dans le suivi des patients, où on peut par exemple suivre l'évolution de leur glycémie à travers des courbes qu'ils nous adressent entre les consultations et donc éventuellement modifier les traitements entre les consultations et ne pas attendre les 3 ou 6 mois de délai entre les deux consultations de diabétologie. Alors, personne ne m'a répondu sur le... Ah, on m'a répondu, donc ça veut dire que vous me voyez et que vous m'entendez. Donc c'est parfait, alors je continue. Seida me dit qu'elle est diabétique de type 2 sous insuline depuis 1 an, avec des glycémies élevées et une prise de poids. Et elle demande s'il faut qu'elle change son traitement. Alors, je ne sais pas quel est le traitement exact de Seida. Elle dit que, pardon, excusez-moi, elle dit que, vous dites que vous êtes sous Novomix et Novorapid. Bon, les Novomix, il faut savoir que c'est, pour ceux qui ne le savent pas, des associations d'insuline rapide et lente qu'on utilise de moins en moins, parce que ce sont des insulines qui sont finalement peu flexibles, et on préfère largement dissocier les injections de rapide et les injections de lente. Donc la Novomix, je ne suis pas sûre que ce soit une insuline qu'il faille poursuivre chez vous. Si vous avez pris beaucoup de poids sous insuline, il faudrait également qu'on sache quelle est votre hémoglobine glyquée, parce que si ça a été efficace sur l'hémoglobine glyquée, ça aura eu au moins cet avantage-là, même si ça vous a fait prendre du poids. Maintenant, si en plus l'hémoglobine glyquée est élevée, je crois que là, il faut songer à un changement de traitement. Il faut savoir que chez les diabétiques de type 2, c'est parfois intéressant d'associer à l'insuline des médicaments non insuliniques, en particulier la metformine, parce que ça diminue les doses d'insuline et donc ça permet de limiter la prise de poids.
Les analogues du GLP-1, comme l'Ozempic ou le Trulicity, parce que eux aussi permettent de limiter la prise de poids et de baisser les doses d'insuline. Et le dernier né, donc le Forxiga, l'inhibiteur du SGLT2, qui a l'avantage de très nettement baisser les doses d'insuline. Et on a vu des patients que l'on mettait sous cette molécule voir leur dose et leur besoin en insuline nettement diminuer. Donc il serait intéressant peut-être de revoir, oui, votre traitement. De toute façon, un traitement qui fait prendre beaucoup de poids n'est pas un bon traitement. Donc, a fortiori, si votre diabète vous semble déséquilibré, il est important d'envisager une modification ou au minimum un ajustement de votre traitement. Alors, Mouloud me demande si le diabète joue sur la sexualité. Alors, effectivement, le diabète est souvent incriminé, notamment chez l'homme, dans les troubles de l'érection. Il faut savoir que le fait d'être diabétique n'expose pas à un risque plus important de troubles de l'érection. C'est plutôt les facteurs de risque qui sont associés au diabète ou les complications associées au diabète. Si vous avez des complications, par exemple, cardiovasculaires, des complications vasculaires, il est possible, dans la mesure où l'érection est un phénomène vasculaire, donc si vous avez des complications d'artérite ou des complications coronariennes, donc au niveau cardiaque, il est possible effectivement que vous ayez des problèmes d'érection. Mais en tout cas, il ne faut pas considérer que le diabète est une fatalité. On a toujours des solutions, il faut faire un bilan, comme chez quelqu'un qui n'est pas diabétique, et essayer de comprendre la cause de votre problème. En tout cas, ce qui est important, c'est d'en parler. On voit beaucoup de patients qui sont rongés parfois par ces problèmes intimes et qui n'osent pas en parler. Et il est vrai que le diabétologue n'en parle pas lui-même spontanément. Donc ça aussi, ce serait à retravailler. Alors, Mathias me demande à qui s'adresse et qui doit utiliser l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, je vous l'ai dit, l'insulinothérapie fonctionnelle, le principe, c'est d'adapter en fait ses doses d'insuline à son alimentation et non pas d'adapter l'alimentation à son traitement. Donc, d'acquérir en fait une plus grande liberté alimentaire. Et puis actuellement, avec, comme je vous l'ai dit, le pancréas artificiel, de plus en plus de patients auront à acquérir cette compétence donc de savoir compter leurs glucides et adapter donc leur dose d'insuline. Voilà, donc à qui ça s'adresse? Essentiellement à des patients diabétiques de type 1, des patients qui ne sont pas trop en surpoids, parce que c'est vrai que comme l'insulinothérapie fonctionnelle laisse plus de liberté alimentaire, eh bien, si vous avez un surpoids ou si vous êtes obèse, eh bien, le fait d'avoir plus de liberté alimentaire risque d'aggraver le problème du poids. Voilà. Mais si vous êtes diabétique de type 1, vous n'avez pas de problème de poids, vous êtes tous candidats à acquérir cette compétence d'insulinothérapie fonctionnelle, avec actuellement de très nombreuses applications smartphones qui permettent sans beaucoup d'efforts d'arriver à faire et à acquérir donc cette compétence. Alors, Brigitte me dit qu'elle est en préparation en vue d'une sleeve gastrectomie. Je vous rappelle que la sleeve gastrectomie, c'est une chirurgie de l'obésité et en fait, vous enlevez les 2/3 de l'estomac, vous réduisez le volume de l'estomac des 2/3, ce qui permet en général une perte de poids significative. Chez un patient diabétique, c'est particulièrement intéressant puisque par le biais de la perte de poids, on arrive parfois à des rémissions de diabète prolongées ou en tout cas à des réductions de traitement. Alors, pour répondre à la question quand les consultations vont reprendre, eh bien, nous sommes là sur les starting blocks en endocrinologie. On veut absolument reprendre tout ça, mais pour l'instant, on est encore en plan blanc et donc on n'a pas encore la main sur la pleine reprise de notre activité. Donc,
la semaine prochaine, je dois d'ailleurs voir un membre de la direction pour essayer de savoir comment accélérer les choses maintenant que effectivement l'évolution et les nouvelles sanitaires sont bonnes. Alors, Zineb me dit que pendant tout le ramadan, son diabète était bien équilibré, mais qu'après le ramadan, son diabète évolue entre 1,40 g et 2,50 g sous glucophage et amarel. Et il demande s'il doit changer son traitement ou bien si avec le temps, le taux va se stabiliser. Voilà, donc Zineb, cela dépend de différentes choses. D'une part, vous dites que votre diabète était bien équilibré pendant le ramadan, mais qu'en était-il avant? Quelle était votre hémoglobine glyquée juste avant le ramadan? Si votre hémoglobine glyquée était effectivement bonne et que là c'est que maintenant que les choses se dégradent, il faut peut-être être un peu patient. Si en revanche vous aviez déjà quand même tendance à être déséquilibré, je pense que si votre taux là est entre 1,80 g et 2,50 g, il est important de refaire une hémoglobine glyquée, et si l'hémoglobine glyquée n'est pas bonne, d'intensifier votre traitement. Alors si vous êtes uniquement sous glucophage, il y a quand même moyen d'intensifier largement votre traitement. Il y a plein de choses à vous proposer pour améliorer votre équilibre glycémique. Alors, Pascaline me dit qu'elle a des douleurs au dos et au cervical. Elle me demande si ça peut être dû au diabète sur le long terme. Alors, il faut savoir que le diabète peut être associé à des complications rhumatologiques. Maintenant, les douleurs de dos et de cervical, ce n'est pas spécifique du diabète. Parfois, ça peut être lié, alors ça dépend de votre âge, mais parfois ça peut être lié à un peu d'arthrose. En tout cas, je ne crois pas que le diabète soit directement responsable de ces douleurs. Ce qui est sûr, c'est que si vous consultez, que vous avez recours à des traitements comme de la cortisone, il faudra en revanche penser à ajuster le traitement de votre diabète, puisque comme vous le savez, la corticothérapie peut dégrader l'équilibre glycémique. Alors, Lucie me dit qu'elle est sous Ozempic et metformine depuis le mois de juillet 2019, que le traitement fonctionne bien, et elle dit qu'elle pense qu'elle est guérie. Alors, Lucie, j'ai vu d'ailleurs sur le groupe de discussion, j'ai vu des échanges concernant une éventuelle guérison du diabète. Je mets en garde tout le monde contre ce genre de choses. Le diabète de type 2 en 2020 ne se guérit pas. Comme je vous l'ai dit, la chirurgie de l'obésité, comme la sleeve gastrectomie ou le bypass gastrique, peut parfois permettre d'obtenir des rémissions prolongées de diabète, mais en aucun cas une guérison de diabète de type 2. Malheureusement, lorsque votre diabète de type 2 est diagnostiqué, ça veut dire que 50% de votre pancréas déjà ne fonctionne plus, et que donc vous n'allez continuer à fonctionner que sur les 50% restants. Et donc si vous n'aidez pas votre pancréas avec une hygiène de vie adaptée et des traitements adaptés, eh bien vous risquez rapidement de devoir prendre de l'insuline. Donc le diabète de type 2 n'est pas un diabète qui se guérit malheureusement. Il y a des rémissions mais pas des guérisons. Donc attention à ces idées qui sont totalement dénuées de tout rationnel scientifique. Alors, Jessica me demande si le stress peut créer un déséquilibre du diabète. La réponse est oui, puisque le stress peut générer la fabrication d'hormones comme l'adrénaline ou la noradrénaline ou le cortisol, qui sont des hormones hyperglycémiantes et qui donc peuvent entraîner un déséquilibre du diabète. Donc la réponse est oui. Alors, quelqu'un me demande de lui rappeler le nouveau médicament du diabète. Donc, le nouveau médicament du diabète, c'est ce qu'on appelle il appartient à la famille des inhibiteurs du SGLT2.
Ce sont des médicaments qui sont commercialisés depuis le mois d'avril 2020 en France, mais dont on dispose d'un recul important dans certains pays, puisqu'aux États-Unis et dans certains pays d'Europe, ils sont commercialisés depuis plus de 5 ans. Ce sont des médicaments qui sont commercialisés sous le nom commercial de Forxiga 10 mg ou de Xig Duo, c'est-à-dire en association avec la metformine. Ces médicaments entraînent une diminution de l'hémoglobine glyquée entre moins 0,6 points et moins 1 point en moyenne, entraînent une perte de poids de l'ordre de 2 à 4 kg, entraîne une diminution de la tension artérielle, une diminution des triglycérides, moyenne, un peu importante, mais qui existe quand même. Et comme je vous l'ai dit, a surtout des vertus très intéressantes sur le plan cardiovasculaire et rénal, avec une diminution de la morbimortalité cardiovasculaire et une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et une amélioration de la microalbuminurie avec une réduction du taux d'albumine chez les patients qui ont déjà de l'albumine dans leurs urines. Voilà pour le nouveau médicament. Alors, Olivier me dit, vous m'avez prescrit de l'Ozempic. À ce jour, je n'ai pas commencé ce traitement car je n'arrive pas psychologiquement à l'idée de me piquer. J'ai un diabète que je maîtrise assez bien avec la metformine et le Velmessia. Je suis à 7,2, le plus haut, je suis montée à 7,4. Voilà. Alors, je crois que Olivier parle d'une chose qui est extrêmement importante, qui est la vision, en fait, l'idée qu'on a de la piqûre. C'est pas tellement des fois le fait de se piquer, c'est plutôt l'idée que si je me pique, c'est que ma maladie est grave et que j'évolue vers une forme grave de diabète. Donc c'est ça qui est souvent dans l'inconscient collectif et qui souvent entraîne effectivement des traitements qui sont prescrits mais qui ne sont pas pris par le patient. Donc actuellement, si vous avez une hémoglobine glyquée à 7,2%, c'est correct, mais c'est pas parfait, puisque vous savez que c'est plutôt 6,5 ou 7% qu'il faut obtenir. Si vraiment la piqûre pour l'instant n'est pas envisageable pour vous, on pourrait éventuellement vous proposer le nouveau médicament, si vous n'avez pas de contre-indication, donc le nouveau médicament, le Forxiga, qui lui aussi a l'avantage de faire perdre du poids et qui a l'avantage par rapport à l'Ozempic, effectivement, de sa forme orale. Néanmoins, l'Ozempic, voilà, c'est plus, comme je vous l'ai dit, l'idée de se piquer que la contrainte induite par la piqûre, puisque je vous rappelle que l'Ozempic ne se fait qu'une fois par semaine, donc c'est quand même une contrainte très réduite. Alors, Jessica me demande s'il est mieux de se faire la Tresiba le matin ou le soir. Alors l'avantage de la Tresiba, c'est sa flexibilité au niveau horaire. Le Tresiba peut se faire aussi bien le matin que le soir. Alors moi j'aurais quand même plutôt tendance à le privilégier le soir, mais on peut très bien quand même la faire le matin. On peut aussi, vous savez que habituellement on demande aux patients qui font un analogue blanc de l'insuline de la faire toujours plus ou moins à la même heure. Avec la Tresiba, on peut décaler l'horaire de 2 à 4 heures sans incidence sur les glycémies. Voilà. Donc voilà, la Tresiba, il n'y a pas de recommandation particulière dans les études. Qu'on la fasse le matin ou le soir, c'est pareil. Moi, j'aurais quand même tendance à privilégier le soir pour faire l'injection, malgré tout. Alors, Zora me demande s'il y a des nouveautés en pompe à insuline. Alors, il y a des nouveautés en pompe. Alors, concernant les pompes avec fil, c'est-à-dire les pompes avec cathéter, je vous ai dit, il y a la pompe Tandem qui a fait son arrivée sur le marché. Qui fonctionnera bientôt, comme je vous l'ai dit, en pompe connectée en association avec le capteur Dexcom G6. Concernant les pompes sans fil, c'est-à-dire les pompes patch, on a pour l'instant uniquement l'Omnipod
Et on devrait dans le futur avoir des pompes de plus en plus petites et avec éventuellement des insulines de plus en plus concentrées pour permettre de proposer des pompes patch, y compris chez des patients qui ont des besoins en insuline importants, puisque je vous rappelle que jusqu'à présent, si vous avez plus de 50 unités d'insuline par jour, vous ne pouvez pas disposer d'une pompe Omnipod. 50 unités, c'est le maximum actuellement. Alors, Jessica me dit qu'elle est enceinte, elle demande si elle peut garder la Tresiba. La réponse est oui, la Tresiba a l'AMM chez la femme enceinte. Donc on peut garder la Tresiba en étant enceinte. Alors, Pascaline me demande pour les greffes du pancréas, quels sont les patients prioritaires. Donc, vous savez qu'en termes de greffe de pancréas, on a deux types de greffes, soit la greffe du pancréas complet, ce qu'on appelle la transplantation pancréatique, soit la greffe d'îlot. Donc, en termes d'efficacité, la transplantation pancréatique est légèrement supérieure à la greffe d'îlot à 5 ans en termes d'insulino-indépendance, mais on a quand même d'excellents résultats également avec les greffes d'îlot. Qui est prioritaire? C'est essentiellement donc, les patients diabétiques de type 1, patients diabétiques de type 1 en insuffisance rénale, devant bénéficier d'une greffe rénale, à ce moment-là, on va lui faire dans le même temps soit la transplantation pancréatique, soit la greffe d'îlot. Pourquoi? Parce que quand on greffe un pancréas ou même quand on greffe des îlots, on est obligé de prendre ce qu'on appelle des immunosuppresseurs et il est évident qu'il faut faire un rapport bénéfice-risque parce qu'un immunosuppresseur, ce n'est pas un traitement dénué de tout risque et il est délicat chez un patient qui n'en a pas absolument besoin de greffer des îlots et donc de lui donner des immunosuppresseurs. Il faut vraiment que l'indication soit bien pesée. Donc l'autre indication, c'est les patients qui ont, malgré tout ce qu'on aura pu lui proposer, qui gardent un diabète extrêmement instable avec plusieurs comas hypoglycémiques ou plusieurs acidocétoses plusieurs fois par an. Et donc dans ces cas-là, en raison d'une qualité de vie et même d'un risque vital, on peut être amené à proposer cette greffe d'îlot. Actuellement, la greffe d'îlot ne fait pas partie de la pratique courante. Ça reste des protocoles de recherche clinique, des protocoles hospitaliers de recherche clinique. Donc pour l'instant, tout le monde ne peut pas en bénéficier parce que le remboursement n'est pas effectif pour l'instant, malgré de nombreuses relances des sociétés savantes. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je n'en vois pas en tout cas, donc il me reste à vous souhaiter un bon week-end et nous vous retrouverons vendredi prochain. Je ne sais pas qui animera cette e-live, ce sera la surprise. En tout cas, l'un des membres, l'un des médecins de Diabète 66. Bonne journée, au revoir.